Je commence l'enregistrement. Donc voilà, l'enregistrement est lancé. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc l'autre fois, on avait démarré la première séance introductive en vous présentant l'objectif, le syllabus du module relatif au management et nous avons démarré le premier chapitre avec quelques concepts. Voilà, je vous ai expliqué les valeurs en vous rappelant donc le passage d'un statut d'élève à un statut d'étudiant. Donc, vous êtes de plus en plus responsabilisé par rapport à ce que vous avez vu au lycée. Donc, je vous ai expliqué les objectifs majeurs qui consistent globalement à vous initier au monde de l'entreprise de manière à découvrir ses caractéristiques managériales, organisationnelles et par la suite définir aussi l'environnement de l'entreprise et ses spécificités. Voilà, je vous ai expliqué le programme. Donc, comme vous remarquez, nous avons 6 chapitres à, à avoir tout au long de ce semestre. C'est pour cela que je vous ai recommandé de commencer la préparation dès maintenant, dès aujourd'hui, pour pouvoir comprendre le contenu de ce programme relativement long. Et à partir de là, donc, vous allez réagir au fur et à mesure de l'avancement de notre cours. Je vous ai mis aussi des références bibliographiques pour pouvoir compléter vos lectures, le cas échéant. Si vous voulez renforcer davantage vos connaissances en matière du management de l'entreprise. Et nous avons démarré l'autre fois avec des définitions relatives à la définition du management. On vous a dit que le management renvoie à l'art de conduire et de diriger une entreprise dont l'objectif est de réaliser le gain, le profit, le bénéfice. Et à partir de là, donc, le management représente un ensemble de techniques d'organisation, de direction et de gestion d'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs. Donc, voilà, c'est ça donc comment on peut définir globalement le management. C'est un concept qui est voisin de celui de la gestion et même de l'entreprise et qui renvoie à ces 3 perspectives. D'abord, l'organisation, donc organiser des activités, donc structurer l'entreprise selon des règles définies préalablement et qui permettent d'identifier les missions, les responsabilités et les attributions de tout un chacun en entreprise pour pouvoir identifier qui fait quoi, quels sont les rôles qu'on va attribuer à chaque individu au sein de l'entreprise. Deuxième dimension, c'est la direction. Donc, diriger l'entreprise, c'est la conduire afin d'atteindre ses objectifs d'une situation initiale à une situation meilleure. Et par la suite, la gestion proprement dite qui renvoie à tout le processus, les opérations ou les activités de l'entreprise. Et donc, la finalité principale du management, c'est l'atteinte des objectifs. L'entreprise est là des objectifs économiques, sociétaux, environnementaux, et est tenue à, bien entendu, atteindre. Et on a démarré le deuxième point de la séance précédente, c'était par rapport à la définition de l'entreprise. Autrement dit, que représente l'entreprise et comment on peut la définir? On vous a déjà expliqué l'autre fois que de point de vue économique, l'entreprise peut être définie selon 2 aspects. D'abord, l'entreprise est considérée comme une unité de production parce qu'elle combine des facteurs de production et les transforme de la manière la plus productive possible en biens et services qui sera destiné à être vendu sur un marché et à partir de là, il va donc créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Donc, de point de vue économique, l'entreprise est considérée comme un agent productif. Il cherche principalement la transformation des facteurs de production en biens et services qui seront destinés à être vendus sur un marché dans l'espoir de gagner un bénéfice. À partir de là, donc, l'entreprise crée de la richesse. Mais également, donc, au-delà de la production proprement dite, on vous a aussi expliqué l'autre fois
que l'entreprise, de point de vue économique, représente une unité de répartition. Donc, une fois elle combine les facteurs de production, elle les transforme sous forme de biens et services. Une fois elle va les vendre sur le marché, donc elle crée de la valeur ajoutée, à travers la différence entre ce qu'elle a consommé, ce qu'elle a utilisé comme facteur de production, et la valeur procurée par la vente, bien entendu, du bien ou de service proposés par l'entreprise. À partir de là, la richesse créée sera partagée. Et donc là, on parle de répartition de la richesse, souvent considérée comme valeur ajoutée. Donc c'est la valeur ajoutée créée qui sera répartie sous forme de revenus. L'exemple, par exemple, les collaborateurs, les salariés, vont avoir en contrepartie de leur effort un salaire. Et donc c'est une rémunération de l'effort travail. De la même manière, pour les prestataires, un fournisseur, quand il va vous livrer de la matière première, vous devez le payer. Donc, il y a des redevances qui seront accordées, bien entendu, aux fournisseurs. Et à partir de là, la richesse sera aussi partagée avec le fournisseur. Et bien entendu, les institutions financières qui, en contrepartie de crédit ou de financement d'entreprise, vont recevoir aussi des intérêts. Bref, l'entreprise, de point de vue économique, contribue à la création de richesses, à la création de la valeur ajoutée, et à partir de là, elle va répartir cette valeur ajoutée entre l'ensemble des partenaires qui sont à la source de sa réussite économique. À la fois les collaborateurs, les salariés, les fournisseurs, les clients, l'État, les institutions financières, etc. Et on vous a dit que, de point de vue économique, l'entreprise est caractérisée par les traits suivants. L'existence d'un patrimoine, donc l'ensemble des biens qu'elle possède, qu'elle utilise pour créer de la valeur, créer de la richesse. Rappelez-vous, on vous a dit que l'entreprise dispose des bâtiments, des ateliers de production, des machines, des ressources humaines, le capital humain, les salariés, les ressources techniques, etc. Donc là, il a un patrimoine qu'il va donc utiliser en termes de biens et de ressources qu'elle mobilise pour créer de la valeur. L'entreprise, de point de vue économique également, est un agent qui combine économiquement les facteurs de production. Vous allez voir en microéconomie, dans le chapitre relatif au calcul de l'équilibre de producteurs. Vous allez calculer, mathématiquement parlant, comment on peut combiner les facteurs de production pour optimiser cette combinaison de manière à gagner un profit maximum. C'est-à-dire, c'est de la rentabilité, le bénéfice maximum. Et par conséquent, l'entreprise, elle, de point de vue économique, elle a un but lucratif, c'est-à-dire qu'elle a un caractère commercial, qu'il cherche à travers la production, la vente, le chiffre d'affaires. C'est grâce à la vente sur le marché des biens et services qu'elle va offrir en utilisant des facteurs de production et cherche à maximiser le profit, c'est-à-dire maximiser le gain, le bénéfice qu'elle va avoir à l'issue ou grâce à la vente des biens et services sur le marché. Et donc, à partir de là, on arrive à comprendre le rôle économique et la finalité économique de l'entreprise. Attention, on vous a dit aussi que l'entreprise peut être définie de point de vue juridique. Au-delà de la dimension économique, l'entreprise peut également être définie en tenant compte de la dimension juridique. Qu'est-ce qu'on entend par la dimension juridique? Tout simplement le statut qu'elle va avoir en adoptant une forme juridique. Parce qu'au Maroc, il y a un droit spécifique aux sociétés. Le droit, c'est la loi. Donc, c'est un texte juridique. Et à travers le droit des sociétés, chaque entreprise a la possibilité de choisir plusieurs formes juridiques qu'on va voir dans le premier chapitre à travers la typologie. Et donc là, on peut définir l'entreprise par rapport à son statut juridique, par rapport à la forme juridique qu'elle va adopter et que représente une personnalité juridique. C'est-à-dire, juridiquement parlant, on va reconnaître
l'entreprise comme un objet, comme un agent qui va exercer des activités économiques dans un cadre réglementé. C'est-à-dire qu'il y a des lois qu'il faut respecter pour pouvoir exercer légalement, bien entendu, les activités économiques. On va y revenir dans le deuxième chapitre quand on va étudier la typologie de l'entreprise, à la fois du point de vue économique, mais également sur le plan juridique. Et donc finalement, l'entreprise représente des réalités complexes. Et il n'y a pas que la dimension économique ou la dimension juridique, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs, si vous vous rappelez, par rapport à la première séance, on a mis en relief l'importance de la dimension humaine, de la dimension sociale. Parce que n'oubliez pas que l'entreprise n'est pas uniquement un bâtiment, des machines, des équipements, mais également l'entreprise est un ensemble de ressources humaines, un ensemble d'individus qui travaillent collectivement pour contribuer à la création de la richesse. Et c'est grâce aux efforts des salariés, des ressources humaines, que l'entreprise arrive, entre autres, à atteindre ses objectifs économiques qui, a priori, la maximisation des profits. Et donc, à partir de là, la dimension humaine ne peut pas être occultée au détriment, bien entendu, des aspects économiques. Et donc là, on vous a dit que globalement, on peut définir l'entreprise selon plusieurs réalités, parce qu'il s'agit d'un objet complexe, difficile à définir, difficile à identifier. Et à partir de là, les caractéristiques de l'entreprise peuvent être appréhendées selon plusieurs dimensions. De point de vue économique, je rappelle toujours l'unité de production, l'unité de répartition de la valeur ajoutée, des revenus, de la richesse. À partir de là, on considère l'entreprise comme une organisation qui cherche à maximiser le profit en essayant un peu de trouver la combinaison la plus optimale possible des facteurs de production et qui génère de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée sera partagée équitablement entre l'ensemble des partenaires ou des acteurs qui contribuent directement ou indirectement à sa réussite économique. La deuxième réalité, donc on a vu la dimension économique, qui considère l'entreprise comme une entité de production, unité de répartition. La deuxième dimension, c'est la réalité humaine. Comme je vous ai expliqué, dans une optique humaine, l'entreprise doit être considérée tout d'abord comme une organisation de fonctions et de rôles hiérarchisés qui s'intègrent dans différentes structures définies en accord avec les objectifs économiques de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est un rassemblement, est un regroupement des ressources humaines considérées comme un capital humain et à partir de là, l'entreprise doit être considérée comme une organisation humaine ayant pour mission de créer une valeur économique. Et donc, il ne faut jamais occulter, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais marginaliser la dimension humaine qui est importante au même titre que la dimension économique, puisque comme je vous ai déjà expliqué, l'entreprise autant qu'entité a plusieurs rôles à remplir. À la fois un rôle économique, à travers la création de biens et services, destinés à satisfaire des besoins sur le marché, le rôle social par rapport à la création d'emplois. Quand on crée une entreprise, c'est dans l'optique de créer des emplois. Et donc là, on fait appel aussi à la problématique de la lutte contre le chômage, parce que grâce à la promotion de l'activité de l'entreprise, on va développer des opportunités en matière de création d'emplois. Il y a aussi un rôle sociétal, l'engagement citoyen de l'entreprise à l'égard de la société, des partenaires externes, et aussi le rôle environnemental ou la finalité environnementale qui consiste aussi à contribuer à la protection de l'environnement. Et donc finalement, l'entreprise est un objet multiforme, protéiforme, qui tient compte de plusieurs dimensions à la fois, économique, humaine et publique. On a déjà vu l'autre fois. Je passe rapidement, puisqu'on avait déjà expliqué
expliqué ses perspectives. Donc, de point de vue public, l'entreprise est en interaction avec un environnement. Cet environnement l'impacte. Donc, il y a toujours une influence de l'environnement sur l'entreprise. Et à partir de là, l'entreprise peut exercer un pouvoir sur l'environnement quand elle est seule sur le marché, ce qu'on appelle le monopole. L'entreprise, elle est seule face à plusieurs demandeurs. Et donc, l'entreprise peut exercer du pouvoir sur la formation des prix des biens et services, par exemple, en toute liberté, sans contrainte. Par conséquent, quand on est dans un marché où il y a plusieurs concurrents, plusieurs entreprises qui offrent le même bien et le même service, donc il y a de la concurrence directe sur son marché. Par conséquent, donc, il sera sous contrainte de s'adapter à cet environnement pour pouvoir, bien entendu, maintenir sa survie et sa pérennité. Et donc, aujourd'hui, donc, on va démarrer avec le quatrième point qui renvoie, bien entendu, aux objectifs de l'entreprise. Mais quand même, avant de continuer, je vais revenir sur les commentaires pour pouvoir lire vos éventuelles questions s'il y a lieu. Donc, jusqu'à ce présent, est-ce que vous avez des questions par rapport au concept du management, le concept de l'entreprise? Posez-moi, s'il vous plaît, des questions pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, jusqu'à présent, on a discuté deux points principaux. Ce que représente le management comme concept, et je vous ai dit que le management est l'art de conduire, de diriger une entreprise, une organisation, et le management se base sur trois dimensions principales. L'organisation, c'est organiser le travail à travers une structure, à travers des règles qui va définir, je dirais, les responsabilités de tout un chacun en entreprise, qui fait quoi, tout simplement. La deuxième dimension, c'est la direction. Diriger une entreprise, c'est planifier des objectifs, allouer des ressources nécessaires à leur réalisation et par la suite contrôler la bonne marche, le bon fonctionnement ou l'utilisation des ressources par rapport à l'atteinte des objectifs. Que signifie le mot valeur ajoutée, valeur économique? Donc, la valeur juridique ou la valeur économique, c'est la richesse créée. Par exemple, techniquement parlant, l'entreprise va utiliser des facteurs de production. Elle va les combiner pour créer un bien et un service. Et donc, il y a deux notions qu'il faut retenir. Le prix de revient et le prix de vente. Le prix de revient, c'est quoi? C'est le coût d'achat, par exemple. Le coût d'achat, c'est le prix d'achat des matières premières, les salaires de la main-d'œuvre, les charges relatives au fonctionnement des ateliers de production. Et à partir de là, le prix de revient intègre ce que coûtera un bien pour une entreprise. Donc, on va intégrer l'ensemble des charges, des coûts que l'entreprise va supporter pour fabriquer ou produire le bien en question. C'est ce qu'on appelle le prix de revient. Par la suite, lorsqu'elle va le vendre sur un marché, elle doit proposer un prix de vente. Et donc, le prix de vente correspond à quoi? Le prix de revient, ce qui a coûté à l'entreprise la production du bien, et on va rajouter une marge bénéficiaire. On va gagner. Donc, je vais prendre le prix de revient plus la marge bénéficiaire égale prix de vente. Et c'est à partir de là, à travers la marge bénéficiaire, à travers le bénéfice, que je vais créer de la richesse. Et ce bénéfice sera partagé, bien entendu, entre l'ensemble des partenaires de l'entreprise, que ce soit les salariés, les fournisseurs, les institutions financières, les actionnaires, les apporteurs de ressources, etc. C'est ce qu'on entend par la création de richesse ou la création de valeur ajoutée. Sur le plan économique, la valeur ajoutée est égale à quoi? La production
Notez-le. Je vais l'écrire sur le chat. Valeur ajoutée égale la production moins la consommation intermédiaire. Qu'est-ce que j'entends par la production? C'est la quantité des biens que je vais produire en tenant compte de mes capacités productives. La consommation intermédiaire, c'est l'ensemble des charges et des coûts que vous allez utiliser, la matière première, la main-d'œuvre, etc. Et à partir de là, la différence entre la production et la consommation intermédiaire représente, de point de vue économique, la valeur ajoutée. Et c'est à partir de là que je vais mesurer la richesse créée. Vous allez le voir aussi dans les cours d'introduction à l'économie, de la macroéconomie. Donc, bref, de point de vue économique, l'entreprise, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est la conception économique de l'entreprise. Elle va utiliser des facteurs de production qu'elle va combiner et transformer en biens et services, et grâce à la vente des biens et services, qu'elle va créer de la richesse. Romaïssa me demande si elle doit apprendre la définition de l'entreprise selon toutes les réalités ou bien une définition générale et globale. Euh, je ne sais pas, normalement, dans un cours, on n'est pas censé apprendre par cœur. Vous devez juste comprendre deux choses. Vous devez comprendre que l'entreprise est un objet complexe, difficile à définir, parce qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en considération. À la fois la dimension économique, qui considère l'entreprise comme une unité de production et de répartition des richesses, à la fois une dimension humaine, parce qu'il s'agit d'une organisation humaine, donc qui emploie des ressources humaines, un capital humain, une dimension sociétale, ce que j'ai appelé la réalité publique, parce que l'entreprise interagit avec un environnement, avec la société en général, et elle a aussi des devoirs et des obligations à l'égard de la société en général, comme par exemple la protection de l'environnement. Ce n'est pas parce que j'ai utilisé de la matière première, j'aurai des déchets, que je vais jeter sans traitement préalable, de manière à protéger la santé, le bien-être des citoyens. Et donc là, il y a bien entendu le rôle sociétal de l'entreprise vis-à-vis, bien entendu, par rapport à son environnement. Vous allez voir de manière approfondie ces notions dans un cours d'économie, la valeur ajoutée, la production et la consommation intermédiaire que vous devez normalement utiliser. Donc là, je reviens sur, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de défiler les commentaires. Parfois, il y a des choses. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Continuer. Donc, je reprends. Je reprends les grands objectifs de l'entreprise. Donc, le premier objectif, c'est la survie. La survie, c'est quoi? Survivre. Survivre, c'est maintenir l'activité, maintenir l'entreprise. Et à partir de là, le premier objectif d'une entreprise, c'est la continuité de l'exploitation. Je vais créer une entreprise pour qu'elle se développe et pour qu'elle s'accroître. Et à partir de là, grâce aux activités que je vais réaliser, je vais pouvoir gagner de l'argent qui va me permettre d'investir davantage dans l'affaire, dans l'activité, de manière à maintenir ma survie, mon existence. Et donc la survie, c'est le contraire de quoi? De la mort. Donc l'entreprise, quand elle se trouve en difficulté économique ou financière, elle sera amenée à fermer les portes et à partir de là, déposer son bilan. Vous allez le voir en comptabilité. Et là, on parle de la liquidation de l'entreprise. Et donc, du point de vue économique, l'entreprise doit
survivre, c'est-à-dire elle doit maintenir son existence sur sur un horizon temporel, dans le temps. Pour qu'elle puisse assurer donc sa survie, elle doit maintenir donc la continuité de sa politique générale, c'est-à-dire les métiers, les activités, de manière à assurer la continuité de l'exploitation ou des activités. Troisième objectif, c'est l'homogénéité des conceptions de ces différentes politiques, c'est-à-dire que ces politiques, ces décisions doivent être homogènes. Homogènes, c'est-à-dire cohérentes, par différence à des décisions ou à des politiques hétérogènes qui sont incohérentes, qui sont incompatibles. Donc, l'homogénéité de la conception des différentes politiques renvoie à la cohérence des décisions, à la cohérence des politiques définies préalablement. Quatrième objectif, c'est la stabilité des rapports avec l'environnement. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, l'entreprise est une entité ouverte sur un environnement. L'environnement change quotidiennement. Et à partir de là, l'environnement peut imposer à l'entreprise des événements favorables à sa croissance ou des événements défavorables à sa croissance, comme par exemple la crise sanitaire. Sanitaire ou la pandémie Covid-19 représente aujourd'hui, pour les entreprises marocaines, une contrainte. Pourquoi c'est une contrainte? Parce que l'entreprise était amenée à revoir ses pratiques de gestion en utilisant par exemple le télétravail, le travail à distance. C'est le cas aussi pour nous. Rappelez-vous, s'il n'y avait pas la crise sanitaire, on aurait dû programmer les cours en présentiel. Et donc, la crise sanitaire nous a imposé les cours à distance de la même manière. Donc, l'entreprise doit tenir compte de son environnement parce qu'il peut l'impacter positivement ou négativement. Et donc aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec la pandémie, on s'aperçoit que l'entreprise aussi était amenée à un certain temps de revoir ses pratiques de gestion, notamment à travers le mode de travail, en imposant, bien entendu, le télétravail. Cinquième objectif, c'est la stabilité dans les relations sociales à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, effectivement, l'entreprise est une réalité humaine, réalité sociale, donc il y a des salariés qui ont des revendications sociales, qui ont donc des attentes en matière sociale. À partir de là, pour éviter les contestations sociales, donc la grève, qui peuvent impacter la réussite économique de l'entreprise est amenée à prévoir un dialogue social, une médiation sociale pour pouvoir stabiliser les relations sociales en son sein, c'est-à-dire vis-à-vis des salariés, vis-à-vis les syndicats, parce que rappelez-vous, les salariés peuvent créer un syndicat, une organisation pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Et à partir de là, donc, on s'aperçoit des objectifs ou des grands objectifs propres à l'entreprise. Donc, troisième point de ce chapitre, on va voir les modes d'analyse de l'entreprise. Comment on peut analyser l'entreprise? Il y a donc le cadre de l'activité de l'entreprise et les modes d'analyse de l'entreprise. Donc, concrètement, quelles sont les activités de l'entreprise? Donc, l'entreprise est une entité, comme je vous ai expliqué, qui produit des biens et des services pour les besoins des marchés. Donc, l'entreprise est un agent économique qui opère et évolue dans un marché où il y a l'offre et la demande. L'offre, c'est l'entreprise. La demande, c'est les consommateurs, les citoyens ayant des besoins. Et donc, l'entreprise, dans le cadre du marché, doit offrir, en produisant des biens et des services pour répondre
ou satisfaire les besoins du marché. À partir de là, l'entreprise réalise les activités suivantes. D'abord, l'approvisionnement et la production. Qu'est-ce qu'on entend par l'approvisionnement? C'est l'achat des matières premières auprès des fournisseurs. Parce que vous ne pouvez pas produire un bien si vous n'avez pas la matière première nécessaire. Les matières, les fournitures, donc les consommables qui sont nécessaires à la production du bien en question. Donc, ce qu'on appelle l'approvisionnement et la production. S'approvisionner, c'est-à-dire acheter la matière première nécessaire pour produire un bien ou un service qui sera destiné à être vendu sur le marché en répondant aux besoins des consommateurs. Deuxième activité, c'est la distribution des biens et services. Donc, une fois que vous avez acheté la matière, vous l'avez transformée en biens et services, elle doit être vendue. Pour qu'elle soit vendue, elle doit être accessible aux consommateurs. Et donc là, il y a la distribution. Distribuer, c'est quoi? C'est rendre accessible le bien aux consommateurs à travers les points de vente. Par exemple, vous avez les supermarchés comme Marjan, comme Sima, etc. BIM aussi. Donc, ce sont des points de vente qui font la distribution des biens et services. Donc, il y a soit directement par l'entreprise, en créant ses propres points commerciaux, soit en passant par un distributeur, comme l'exemple de Marjan. Marjan est un grand distributeur qui reçoit des biens produits par les entreprises et les commercialise aux consommateurs marocains. Et donc là, soit l'entreprise va créer elle-même ses propres points de vente, les locaux commerciaux, ou bien elle va utiliser un intermédiaire qu'on appelle donc le distributeur et qui va donc rendre accessible le bien et le service pour les consommateurs. Troisième activité, c'est la répartition des revenus. Donc, il y a des revenus pour les actionnaires, ce qu'on appelle le dividende. Le dividende, c'est la rémunération des actionnaires. Il y a le salaire aussi qui représente un revenu. Le salaire, c'est la contrepartie de l'effort travail des employés, des salariés. Donc là, il s'agit aussi d'un revenu. Les intérêts, ce sont des revenus financiers pour la banque. La banque, elle va vous accorder un crédit et en contrepartie, vous devez payer des intérêts. Donc l'intérêt représente le revenu financier que l'entreprise va verser en contrepartie de crédit que la banque va lui accorder. Ainsi de suite. Donc, chaque partenaire, chaque acteur qui contribue directement, indirectement à la réussite économique de l'entreprise doit avoir un revenu en contrepartie. Quatrième activité ou quatrième fonction, c'est l'accumulation du capital par l'investissement. C'est l'argent, tout simplement. Le capital social représente souvent les apports en ressources financières que les actionnaires vont apporter à l'entreprise pour qu'elle investisse dans son fonctionnement. Par exemple, en achetant des machines, des équipements, en recrutant des salariés, en créant des ateliers de production pour augmenter ses capacités productives, etc. Bref, l'accumulation du capital nécessaire à l'investissement pour que l'entreprise maintienne l'évolution de ses activités. Et enfin, le financement. Donc, elle va elle-même financer donc, ses besoins, soit à travers le crédit, en demandant un crédit auprès d'une banque, soit tout simplement à travers l'autofinancement, c'est-à-dire les ressources financières propres dégagées par la vente, le bénéfice, entre autres, qui sera réinvesti dans l'entreprise. Donc, je vais revenir aux commentaires pour voir si vous avez encore des questions ou des réactions. Il faut essayer même d'écrire en français, s'il vous plaît. Vous rédigez des commentaires en langue arabe. Je comprends que vous avez des difficultés en langue,
mais essayez de fournir l'effort en essayant un peu de rédiger en français. Parce qu'en écrivant en arabe, c'est comme si vous ne faites aucun effort. Anas, harakat, l'approvisionnement. Je viens de l'expliquer. L'approvisionnement, c'est l'achat des matières premières auprès d'un fournisseur. S'approvisionner, c'est le fait d'acheter une matière première auprès d'un fournisseur. Accumulation du capital par l'investissement, c'est c'est les revenus financiers que l'entreprise dégage par la vente. Lorsque vous allez vendre des biens et services, vous aurez des bénéfices, vous aurez des gains. Une partie des gains peut être réservée pour un investissement plus tard, au lieu qu'elle soit répartie. Donc, vous aurez le bénéfice, la valeur ajoutée, si vous voulez, il sera réparti entre l'ensemble des acteurs et on doit épargner, on doit garder une partie du bénéfice sous forme de capital, c'est de l'argent, accumulation de capital pour répondre aux futurs besoins en termes d'investissement. Par exemple, j'ai réalisé un bénéfice sur un exercice, par exemple l'année 2020, l'entreprise a réalisé un bénéfice, elle peut prendre une partie du bénéfice pour qu'elle réinvestisse dans l'achat d'un matériel, l'achat d'équipements, le recrutement, etc. Et à partir de là, elle va investir pour augmenter ses capacités de production grâce aux bénéfices réalisés. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital par l'investissement. Le fait de réinvestir des revenus financiers dégagés par le bénéfice. Donc, pour les problèmes du jargon, etc., je vous ai recommandé, dès la première séance, vous avez un portable, un téléphone, Play Store, vous avez Play Store sur lequel vous téléchargez les applications, et vous avez tapé dictionnaire économique. Et vous allez avoir plusieurs applications en ligne que vous pouvez télécharger et mettre sur votre téléphone. Une fois que vous allez recevoir un concept ou un mot-clé, vous devez le chercher sur le dictionnaire, sinon sur Internet aussi. Sur Internet, il y a des glossaires économiques qui peuvent vous aider à définir les concepts pour, euh, pour comprendre de quoi s'agit-il. Le capital, c'est l'argent. C'est l'argent nécessaire pour investir. Par exemple, vous avez besoin d'un matériel informatique, d'un matériel de transport, de machines de production. Donc, vous avez besoin d'un capital financier. Donc, le capital financier, c'est l'argent, tout court. L'argent nécessaire à l'investissement. S'il vous plaît, n'essayez pas de traduire en arabe, l'équivalent en arabe. Faites l'effort pour pouvoir vous investir en matière de la terminologie en langue française. Le financement, c'est une activité aussi, une activité de l'entreprise qui permet de répondre aux besoins d'investissement. Par exemple, vous avez trois ateliers de production, vous voulez construire un quatrième. Pour construire le quatrième atelier, vous aurez besoin des ressources financières, de l'argent. Donc, il y a deux possibilités. Soit le financement interne, ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc, vous allez utiliser les bénéfices accumulés, les bénéfices que vous avez réservés, que vous allez réinvestir dans la création du quatrième atelier, ou bien ce qu'on appelle le financement externe, à travers, par exemple, le crédit bancaire. Donc, pour créer un quatrième atelier, vous allez solliciter la banque en déposant une demande de crédit. La banque va étudier votre dossier. Si vous êtes solvable de point de vue économique, elle va vous accorder l'argent, le financement externe sous forme de crédit. En contrepartie, vous allez payer un intérêt. Donc, ce sont des revenus financiers qui doivent être remboursés, payés pour la banque. Donc voilà, je continue. Donc voilà, deuxième point, c'est le cadre général d'analyse de l'entreprise. Donc d'une façon générale,
l'entreprise, du point de vue de ses fonctions économiques, apparaît à travers divers aspects. Comme je vous ai expliqué, l'entreprise est avant tout, du point de vue économique, est une unité de production de biens et de valeurs. Et donc, elle a deux principales fonctions. La fonction de production, à travers la combinaison des facteurs de production pour obtenir des produits, donc pour produire des biens. Fonction d'innovation, c'est le renouvellement de la combinaison productive et des produits. Parce que les besoins sur le marché évoluent, les attentes des consommateurs évoluent, et par conséquent, l'entreprise doit toujours revoir, renouveler ses méthodes de production pour satisfaire aux besoins du marché. Et donc là, elle a besoin d'une fonction d'innovation. Innover, c'est revoir, renouveler, actualiser la combinaison productive pour répondre aux besoins, aux attentes sur le marché. Deuxième élément, l'entreprise est une unité de répartition de revenus à travers la notion de la valeur ajoutée. Rappelez-vous, c'est la différence entre la production de biens et de services et la consommation intermédiaire. Cette valeur ajoutée sera répartie entre les différents acteurs. Le personnel, c'est les salariés qui reçoivent un salaire à la fin de chaque mois. Les organismes sociaux, comme la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, donc qui propose la couverture sociale et que l'entreprise doit aussi prendre en charge. Et donc là, une partie des charges sociales revient à ces organismes. Les prêteurs, ceux qui prêtent de l'argent, ça peut être des actionnaires, ça peut être des associés, la banque, etc. Troisième élément, l'entreprise est considérée comme une cellule sociale parce qu'elle regroupe des ressources humaines, des individus. Et à partir de là, l'entreprise constitue un groupe social motivé qui assure la cohésion du groupe, qui met en place un système d'information entre les membres du groupe, la communication interne, et qui instaure un réseau des relations assurant l'interaction entre les groupes du travail. Et enfin, l'entreprise est aussi un centre de décision. Il y a des décisions à prendre en matière d'organisation, en matière de gestion, en matière de direction. Par exemple, il y a des décisions d'exploitation, ce qu'on appelle les décisions opérationnelles. Par exemple, acheter de la matière première, stocker la matière première, suivre l'évolution des stocks des matières premières ou de produits. Donc là, nous sommes dans des décisions opérationnelles qui sont liées à l'exploitation, c'est-à-dire à la vie quotidienne de l'entreprise. Il y a des décisions de gestion. Par exemple, le fait de choisir son fournisseur, parce que sur le marché, il y a plusieurs fournisseurs qui offrent la matière première dont l'entreprise a besoin, et à partir de là, il faut choisir en variant le prix de la matière première et la qualité. Donc, sur un marché, il y a plusieurs fournisseurs qui peuvent offrir des matières premières avec des qualités différentes et avec des prix différents. Et donc là, le manager au sein de l'entreprise doit décider par rapport au meilleur fournisseur qui offre la meilleure combinaison entre le prix de la matière première et sa qualité. Et enfin, les décisions de direction ou stratégie, par exemple, le choix d'un nouveau produit d'investissement. Donc là, ce sont des décisions stratégiques parce qu'ils engagent le devenir de l'entreprise. Par exemple, créer un nouveau atelier de production pour augmenter les capacités productives de l'entreprise constitue une décision stratégique qui sera prise par la direction générale. Et donc, finalement, l'entreprise représente un centre de décision. Et donc, en conclusion, pour ce chapitre, l'entreprise s'analyse comme une cellule sociale qui produit de la valeur et répartit les revenus et placée sous l'autorité d'un centre de décision. Il faut retenir. Donc, l'entreprise est à la fois un agent économique, puisqu'elle est considérée comme une unité de production et de répartition de revenus de richesse. L'entreprise est une cellule sociale
puisqu'elle emploie des ressources humaines, des individus, et en même temps, c'est un centre de décision, parce que les managers, pour gérer une entreprise, ils doivent prendre des décisions, que ce soit opérationnelles, des décisions de gestion, des décisions stratégiques. Et donc, de point de vue économique, l'entreprise est considérée comme un agent maximisateur d'utilité. Vous allez voir en microéconomie. À travers l'utilisation des facteurs de production, la combinaison des facteurs de production, l'entreprise cherche principalement à maximiser son profit. Bien sûr, cette définition reste limitée parce qu'il néglige la réalité concrète des entreprises et de leur environnement. Et là, je rappelle la réalité humaine et la réalité publique. N'oubliez jamais que l'entreprise est aussi une cellule sociale, un centre de décision et une réalité publique parce que elle est ouverte sur un environnement et celui-ci peut l'impacter positivement ou négativement. L'exemple de la crise sanitaire est très illustratif à ce sujet. Donc, les théoriciens de l'organisation envisagent davantage l'entreprise de l'intérieur. C'est ce qu'on va voir en deuxième semestre avec l'ensemble des conceptions des théoriciens relatifs à la pensée. Enfin, la recherche d'une certaine complémentarité entre ces différentes approches nous permet de conclure que le contexte de l'entreprise la pousse à adopter des finalités, des structures et des modes de gestion spécifiques. C'est la définition globale de l'entreprise moderne que nous avons retenue pour apporter une vision intégrée de la gestion de l'entreprise. Donc, c'est une définition qui intègre à la fois l'ensemble des dimensions discutées, à la fois la dimension économique, à travers la maximisation du profit, la dimension humaine, puisque l'entreprise représente une cellule sociale, et la dimension managériale ou organisationnelle, puisque l'entreprise est aussi un centre de décision, à la fois opérationnel et stratégique. Et par conséquent, il faut considérer l'entreprise selon une vision beaucoup plus globale et intégrée, pour ne pas donner la priorité à une dimension au détriment de l'autre. Donc, avant de démarrer le deuxième chapitre relatif à la typologie des entreprises, du point de vue économique et juridique, je vais revenir sur vos commentaires pour pouvoir répondre à vos questions. Parce que j'arrive pas à voir les commentaires en même temps que le partage, bien entendu, du cours. Pour les exercices, on va voir, bien sûr, on aura des séances pour ce qu'on appelle les travaux dirigés, des TD. Donc, il y a le cours magistral et il y a les travaux dirigés. Bien sûr, on va prévoir des séances pour les TD pour pouvoir assimiler ce contenu. Je vais vous laisser aujourd'hui même le PDF du premier chapitre pour vous laisser lire et découvrir cette première partie. Quelles sont les dimensions, Hayat, quelles sont les dimensions de l'entreprise? Je viens de vous expliquer la dimension économique, la dimension humaine et la dimension managériale et organisationnelle, puisque l'entreprise est à la fois un agent économique, unité de production, unité de répartition, une cellule sociale et un centre de décision. Entreprise, unité de production. On vient de l'expliquer, l'entreprise utilise des facteurs de production pour les transformer en biens qui sera destiné à être vendu sur le marché. C'est pour cela qu'il est considéré comme une unité de production, parce qu'il utilise des matières et les transforme sous forme de produits, de biens. Bouchra, quelle est la relation entre l'entreprise et le management? Je viens de vous dire que le management est un ensemble de techniques d'organisation, de direction et de gestion de l'entreprise. Et grâce au management, on arrive à réussir l'entreprise, réussir l'activité de l'entreprise. Les classifications, on n'a pas encore discuté la classification, c'est pour le deuxième chapitre qu'on va traiter
probablement la séance prochaine, le lundi prochain à 13h30. Accumuler, c'est quoi accumuler le capital? C'est rassembler l'argent. C'est comme si vous allez faire une épargne. Sur le plan comptable, vous allez le voir en comptabilité générale à travers le CPC, le compte de produits et charges. Vous allez enregistrer les produits et les charges que l'entreprise réalise sur un exercice comptable, de telle sorte que vous allez euh, calculer le résultat. Lorsque les produits sont supérieurs aux charges, vous avez un résultat positif qui traduit un bénéfice, donc un gain. Ce bénéfice sera partagé avec l'ensemble des acteurs, y compris l'entreprise elle-même. Et donc, une partie du bénéfice peut être accumulée, c'est-à-dire réservée, épargnée, pour répondre aux besoins futurs d'investissement. Donc, lorsqu'on a besoin d'investir, on va chercher d'abord est-ce qu'on a déjà des réserves en termes de bénéfices antérieurs que nous avons réalisés. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des ressources financières qu'on garde, soit dans un compte bancaire, soit dans la trésorerie de l'entreprise, et qu'on peut réinvestir dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital pour l'investissement. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais bien entendu terminer cette séance. Bien sûr, je vais vous laisser le fichier relatif au premier chapitre sur l'espace court ENT. Donc, je vous demande de rentrer sur l'espace ENT, d'interagir sur le forum de discussion que je vous ai créé pour laisser vos commentaires, vos questions et je vais répondre chemin faisant. Et par la suite, je vais donc insérer la vidéo enregistrée sur la plateforme. Donc voilà, sur ce, donc je termine cette séance et je vous donne rendez-vous pour lundi prochain à 13h30. Bon courage pour la suite.